livre-là, Un premier roman, extraordinaire, c'est écrivain français. le plus beau livre d'amour, de témoignages d'amour que j'ai lu. Alors en fait, c'est l'histoire. Bonjour à tous. Alors, actualité oblige, Coupe du Monde oblige. On a décidé de parler un peu football aujourd'hui, mais de football littéraire et des rapports de ce sport enivrant et enivré avec le monde qui l'entoure. Alors pour cela, on a deux invités de choix. On a Pierre-Louis Basse. Vous êtes journaliste, écrivain, l'une des voix historiques du football. Vous avez écrit plusieurs livres sur le foot, Séville 82, Gagner et en mourir, ou alors plus récemment, Mes seuls buts dans la vie. Mais vous êtes aussi un écrivain prolifique avec Ma ligne 13, Ma chambre au triangle d'or et d'autres ouvrages. Hubert Artus, vous êtes journaliste, vous aimez la littérature, que vous chroniquez régulièrement dans différents médias, et vous aimez aussi beaucoup le football. Vous avez publié Donkey Foot, un dictionnaire amoureux du football qui vient de paraître en Point Seuil et qui s'appelle désormais Galaxy Foot. Alors, j'ai une petite citation pour commencer. Le retour de la beauté dans le football, beauté sans avenir en vérité si celle-ci n'est plus partagée par le plus grand nombre, beauté virtuelle, beauté clinquante et privilège assumé des seuls beautiful people. Voilà ce que vous écriviez, Pierre-Louis Basse, la semaine dernière dans Le Monde. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement le fric a tué le football et qu'on ne peut plus aimer le foot? Un article, c'est toujours, tu le sais bien, hein, c'est quand même court, même si dans Le Monde, on peut écrire de manière un peu plus nonchalante. Je crois que comment répondre à ta question, David? Je crois que, hélas, le foot n'est pas le seul malade. D'autres secteurs. On est heureux d'être ici, où on voit bien qu'il y a une relation justement entre la création, l'écriture, la beauté et puis le plus grand nombre. Parce que je crois que Cyril Collard me disait tout à l'heure, M. Collard me disait que c'était 25 ou 30 000 30 000 à peu près, ouais. Ce qui est formidable. Alors quand je dis beauté, absence de partage, je dis oui, il y a un seul exemple qui me vient à l'esprit. Après, on pourrait parler de la financiarisation de ce sport, de cet éloignement des joueurs, que les journalistes, hier, le gars de l'équipe, le patron de l'équipe me le disait, que les journalistes au Brésil ne peuvent plus rencontrer, qu'ils ne rencontrent que dans des conférences de presse, tels des papas mobiles. C'est-à-dire qu'on est vraiment entré dans le règne de l'éloignement et du virtuel, y compris vis-à-vis de l'information. Donc, l'exemple précis que je peux te citer et qu'on finit par ignorer, parce que c'est ça la captation, elle est froide, elle fait pas de mort. Mais concrètement, j'aperçois des enfants ou des jeunes là, qui écoutent le débat. Si ces enfants ont envie de découvrir des équipes et des matchs du premier tour, qu'ils n'ont pas Bein, comment font-ils? Alors, il n'y a pas d'enquête là-dessus. J'ai vaguement lu un courrier des lecteurs qui était très intéressant, je crois, dans France Foot, au SoFoot, je ne sais plus. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. C'est-à-dire que 64 matchs rachetés, très bien. Mais 12 € par mois, ça n'est pas rien. C'est-à-dire qu'on ignore totalement le fait que le salaire mi-temps, par exemple, des Français aujourd'hui, il n'est pas au-dessus de 1100 ou 1200 €, 1300 €. Donc, c'est 12 € pour Bein, c'est 30 pour Canal. Ça n'en finit plus. C'est-à-dire que le sport populaire... Je termine là-dessus, Hubert. Oui. Le sport populaire, le plus populaire, dont les origines est capté par d'autres choses. Donc une beauté, oui, qui n'est pas partagée, qui n'est plus partagée. Vous êtes d'accord avec ça je suis évidemment entièrement d'accord. Le football, comme d'autres disciplines ou comme d'autres secteurs des pratiques, alors ça peut être en politique, ça peut être en finance, etc. Le football est un des gros navires amiraux de la barbarie libérale aujourd'hui. Effectivement, des secteurs entiers de ce sport, comme dans d'autres domaines, est pris et privatisé, effectivement, maintenant, pour voir des matchs de football. Soit on a un super gros débit Internet et on peut les voir en streaming, mais dans des matchs en général commentés en qatari ou en portugais, dans une langue qu'on ne comprend pas, soit en babine, soit, et c'est là où, malgré tout, ça génère des pratiques
qui sont pas trop mal, on va au café. Donc moi je constate que depuis l'Euro 2012, qui est la première grande compétition comme là, où effectivement il fallait avoir Bein pour voir tous les matchs, on retourne plus au café et il y a plus de cafés qui du coup eux prennent un abonnement à Bein et le passent. Donc du coup ça redevient aussi par ça une pratique communautaire. Alors c'est effectivement dans le football en particulier, dans ce sport en particulier, effectivement, raison, mais c'est un des grands vecteurs de la barbarie libérale. Des gosses de 10 ans ont autre chose à faire que d'être au café, enfin, je veux dire. Alors oui, c'est vrai. Mais ça touche ce qu'on est en train de parler, touche une partie du football professionnel. N'oublions pas le football amateur qui est de par toute la terre entière, évidemment. N'oublions pas que tous les clubs professionnels ne sont pas concernés par ces super hauts salaires, ne sont pas victimes des agents sportifs, ne sont pas victimes des dictates de Canal+, de beIN ou des chaînes à péage, et que la financiarisation du foot et son arrivée dans la barbarie libérale ne doit pas nous faire oublier que, mine de rien, il y a quand même encore des racines du football. Il y a le football féminin qui, lui, est retransmis beaucoup plus qu'avant sur des chaînes qui sont gratuites. Voilà, donc tout ça pour dire que effectivement les ennemis du sport maintenant, ou ceux qui disent que ouais le foot c'est que people, c'est que effectivement les footballeurs sont maintenant devenus des gens qui passent à la télé tous les dimanches, qui se coiffent en fonction, qui s'habillent en fonction. Ces gens, leur métier, un mec comme Nicolas Anelka, son métier c'est pas footballeur, son métier c'est star. Et pour devenir star, il a pratiqué le football. Comme d'autres pour devenir star, qui ont voulu en faire leur métier, sont passés par les téléréalités et ont appris à chanter. Mais juste, eux, ils vivent leur job comme stars. Eux, ils sont connus du foot ou machin. Et Anelka l'a très bien dit dans une phrase que je répète à la fin de mon livre. Il dit, voilà, moi, mon métier, c'est de faire des pubs. Oui, mais s'il y a l'équipe de France actuelle qui est très jeune, qui est assez jeune, ils ont l'air d'être... Les jeunes qui les regardent ont l'air d'être en osmose avec eux parce qu'ils parlent le même langage, le même dialogue. Exactement. Quand je vois mon fils qui a l'âge de Pogba, à peu près... ça le choque pas, lui, personnellement, de ce côté un peu Facebook, Twitter, machin, c'est rentré dans les mœurs. Alors, oui. C'est vrai qu'effectivement, vous disiez que l'équipe de France, on ne peut pas les joindre, mais ils ont l'air, c'est peut-être qu'une impression, de se rendre plus disponibles qu'il y a 4 ans ou il y a 8 ans, grâce à tous ces systèmes. C'est peut-être une idée. Hein, non, en l'occurrence, Pierre-Louis a raison, ils ne se rendent pas plus disponibles. Depuis la Coupe du Monde 2002, on l'a vu en France. Les journalistes n'arrivaient plus à suivre les joueurs normalement. Non, d'accord, oui. Même quand nous, on essaie d'enquêter sur moi, je fais souvent des enquêtes ou des trucs sur l'OM à Marseille. Il y a beaucoup plus de difficultés qu'avant. Il faut passer par des barrages de secrétaires qui sont formés, à qui les agents de joueurs, donc les agents individuels de joueurs leur disent... alors que les réseaux sociaux donnent l'impression du contraire quand même. Oui, mais les réseaux sociaux, c'est pas le monde, c'est le monde 2.0. Voilà, c'est pas tout à fait le monde. Oui, c'est pas ça, mais bon. C'est le monde 2.0. Voilà. On le voit tout à fait, ce débat illustre tout à fait vos livres, parce que finalement, quand vous écrivez sur le foot, tous les deux, vous écrivez aussi sur l'histoire avec un grand H. Pierre-Louis, quand tu fais Gagner à en mourir avec cette équipe ukrainienne qui joue contre les meilleurs joueurs de l'Allemagne nazie, qui savent que s'ils gagnent, ils vont être fusillés. Voilà, tu racontes aussi la grande histoire. Pareil pour Séville 82, dans ton livre, tu brosses finalement aussi un portrait des années 70. Hubert, dans le dictionnaire, c'est pareil. Tu vas toujours justement sur cette idée de rapport entre le foot et la société. Pourquoi ce choix finalement de parler du football et de parler à travers le football de la société? Pourquoi vous pensez que c'est un fait de société majeur? Je pense que dans cette logique, appelons-la ultra-libérale, comme vous voudrez, pas seulement, mais dans cette logique contemporaine, il y a quelque chose qui a été très bien vu et dénoncé il y a déjà pas mal d'années, il y a 40 ans, en particulier, c'est vrai, par Debord, mais par d'autres. Il y a ce risque de fin de l'histoire. Non pas de fin de l'histoire dans les rapports de classe, ça plus que jamais. Non pas de fin de l'histoire dans les conflits, au contraire, mais de volonté de gommer l'histoire. C'est très pratique de flinguer l'histoire. Flinguer la mémoire et l'histoire, ça permet de flinguer le présent. Je veux dire qu'il y a bon, je veux pas... si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons, disait Éluard. C'est très bien vu. L'histoire, elle permet de recadrer toujours, non pas que avant c'était mieux, simplement recadrer et faire en sorte, comme le disait et l'écrivait Marc Bloch, le grand philosophe fusillé en 44, lorsqu'il dit ne pas tordre le passé, c'est préserver le présent. Bon, alors moi c'est ce rapport que j'ai, sans doute, qui est lié à une forme de
de fidélité, ça ne veut pas dire que j'ai pas pris à l'extérieur ma propre vie, mais disons de fidélité en effet à une forme d'état d'esprit venu de la résistance et venu d'une forme de générosité, oui, de ce que j'appelle le respect des Lumières. C'est-à-dire que et quand le sport s'inscrit dans une mémoire, alors oui, il m'intéresse. C'est-à-dire que tu parlais de Gagner à en mourir et de Séville. J'ai envie de parler de mon dernier livre parce que si j'ai voulu écrire ces 11 gestes, si j'ai choisi 11 buts, Oui. C'est les, Bien 11, évidemment que ce c'est les sont- 11 buts préférés de Pierre-Louis Basse. mes seuls buts dans la vie, ça n'est pas parce que ce sont les plus beaux ou les plus significatifs, c'est parce que j'avais envie d'écrire quelque chose qui a à voir avec le désir. Et nous ne vivons pas dans un monde de désir. Nous ne vivons plus actuellement dans un monde de désir. Nous vivons dans un monde de consommation, ce qui est très différent. Nous sommes devenus des clients. Et quand Platini, qui est tout sauf idiot, donne un petit peu je dirais, à manger à une forme d'ultime avatar contre une société libérale, alors qu'il est patron de l'UEFA et qu'il dit qu'il regrette que les joueurs soient devenus des produits. Moi, je dis les buts sont devenus des produits. Comment voulez-vous qu'un enfant qui regarde et qui se gave de 1000 buts par week-end en fasse un tri du désir? Ça n'a plus la même importance. Nous vivions des moments en famille, nous vivions des moments d'histoire. Oui. Ouais, Et tout à fait. voilà pourquoi j'ai écrit ce. Alors, mon travail, bon, voilà, Hubert vous dira son rapport à l'histoire, mais moi, c'est ça, ces moments se sont inscrits dans mon enfance. Oui. Quand j'ai écrit sur Tommy Smith, quand j'ai écrit. Ouais. Ils se sont inscrits, et le sport, c'est l'enfance, qui dure, voilà, qui devrait durer. Mais est-ce que ça veut dire que c'était mieux avant ou parce que- Non, ça veut pas Non. dire ça. Ça veut dire que ça veut pas dire ça. Ça veut dire que avant c'était avant Avant. et qu'il faut pas le perdre, c'est avant. Voilà. Parce que si on le perd totalement, on perd le présent. C'est ça que ça veut pas dire que c'était mieux avant, pas Non. du tout. C'était différent, c'était oui. Et Hubert, vous partagez cette analyse ou comment vous avez Oui, quel oui. rapport vous avez-vous à l'histoire qui est un peu différente vu que vous êtes un petit peu plus jeune que Pierre-Louis, donc j'imagine que vous avez un rapport Et différent. à Pierre-Louis, et je le dis non pas parce qu'il est là, mais il le sait parce qu'on se connaît bien et parce que je l'ai écrit noir sur blanc à la fin de mon livre. Pierre-Louis Basse fait partie des voix. Il y a des voix et des plumes qui font que lorsque moi je suis né en 73, Séville le 9 juillet 1982, c'est le premier match de ma vie que j'ai vu en direct. Et il y a, après, tout au long de la décennie des années 80, il y a des voix et des plumes. Alors, c'est Pierre-Louis Basse, c'est Jacques Vendroux, c'est Didier Roustan. Ce sont les trois personnes grâce à qui, moi, j'ai appris j'ai compris et j'ai vécu comme ça que le football et le sport, c'est non seulement une pratique, des compétitions, mais c'est aussi une histoire dans le sens à la fois histoire avec un grand H et à la fois story. C'est-à-dire que chaque Jeux Olympiques, chaque grand match de football, chaque saison d'un championnat anglais, français ou africain ou quoi, est une histoire. Et à chaque fois, en fait, on tire un fil. Il était une fois. Et il y a Didier Roustan, Jacques Vendroux et Pierre-Louis Basse sont les trois personnes qui, lorsque j'étais minot puis ado, m'ont fait vivre ça comme ça. Donc, du coup, quand on est le produit de ça, et je suis le produit de ça, on a forcément envie de continuer le « Il était une fois ». Et donc, le « Il était une fois », on l'enracine. Et on l'enracine dans l'histoire du monde. Et donc moi, c'est ce que j'ai voulu. C'est comme ça que je vis le foot et c'est ce que j'ai voulu écrire dans mon livre. C'est une histoire du monde entre guillemets, parce que je suis pas historien, je suis pas intellectuel, j'invente pas des solutions, je suis pas un homme politique, je suis pas un élu, etc. Mais c'est une histoire du monde vue par le football. Et le football, c'est au début un sport de bourgeois. C'est monté par des gens qui vont à Cambridge et à Oxford, donc. Ça va la vie, quoi, qui invente le foot par rapport au rugby parce que le rugby est trop violent. Dans ces universités, les riches, ils jouent entre eux. Après, ça va dans les usines, mais les patrons jouent entre eux. Et puis un jour, les ouvriers veulent dire, bon matin, nous aussi, pendant les pauses, on joue au foot. Et puis un jour, les ouvriers qui jouent entre eux jouent contre les patrons. Et puis les équipes d'ouvriers battent les patrons. Et là, on est vers 1880 en Angleterre. Ça passe la Manche, etc. Le foot ensuite, il ne faut pas oublier que avant la Première Guerre mondiale, la guerre mondiale, c'est la première fois qu'on a parlé de truc mondial. Manque de peau, c'était une guerre. Mais le truc mondial avant, il y avait un truc qui était universel, qui était transcontinental. C'était l'olympisme. Le premier truc où on a mis le mot mondial après comme valeur, c'était l'olympisme. Après, il y a eu une guerre. Après, il y a eu la Société des Nations. Mais il ne faut pas oublier que le sport, c'est aussi l'universalité sur le côté humain. Donc voilà, après, le football fait partie de ça. Le football se lie aux dictatures.
entre les deux guerres, mais le football, c'est aussi ce qui participe quand même grandement à l'émancipation des pays en Afrique colonisée. Il y a une équipe du FLN avant même l'indépendance de l'Algérie, il y a une équipe du Sénégal avant même l'indépendance du Sénégal, et que après, ensuite, le football devient, au moment où la télé passe en couleur, aussi bien une histoire du monde qu'une pratique universaliste, humaine, etc., qu'une valeur de merchandising. Et le football, qu'on vit aujourd'hui, c'est le produit de tout ça. Mais le football, et je vais en finir là-dessus, ça a un rapport à l'histoire parce que le football, c'est quelque chose qui a su dépasser sa condition première. C'était bourgeois, c'est devenu ouvrier. Et donc, du coup, partout dans le monde, vous allez à Buenos Aires, vous allez à Londres, vous allez à Rome, vous allez à Moscou, vous allez à Madrid, à Barcelone, il y a 2 ou 3 clubs, parce que ces 2 ou 3 clubs, en général, il y a un club de droite, un club de gauche. En Angleterre, c'est un club protestant, un club catholique. Voilà, à chaque fois, on explique une histoire d'une ville ou du monde aussi par le sport. Et c'est ça qui relie l'histoire au sport, qui relie le sport à l'histoire. Voilà. J'espère que c'est clair ce que je raconte, mais... Je voudrais juste poser une question à Pierre-Louis Brasse sur son livre qui m'a absolument bouleversé, Gagner ou mourir. Moi qui suis un passionné d'histoire de cette période de la Seconde Guerre mondiale, quelles ont été vos recherches pour retrouver cette histoire? Parce que j'avais prévenu. donc on ne connaît pas qui est... Réponse courte, Pierre-Louis, parce Oui. qu'on a déjà dépassé le temps. Donc, je sais que je suis un peu embêtant. C'est très simple. Ouais, J'avais une double relation à Kiev Oui. et à l'Ukraine. J'avais une première relation liée à la déportation. Oui. Un grand-père déporté, revenu des camps de la mort. Oui. Et à la maison, très jeune, enfant, enfin j'avais 10-11 ans, j'étais tombé sur le récit d'une jeune comédienne de Kiev, Oui. Dina Pronicheva, qui était rescapée de fameux massacre de Babi-Yar avec son enfant. Il y avait une dizaine de rescapés. Ces fameux 38 750 juifs liquidés en 2 jours, Oui. septembre 41. Cette image, ce récit m'avait toujours bouleversé. Oui. Enfant, voilà. Et en même temps, j'avais grandi, je grandissais avec les héros de Kiev, Oui. footballeurs cette fois. Tout à fait. Les Blokin, enfin bon, Leonidchenko, les Rudakov. Et donc j'ai voulu Oui. à un moment donné rassembler à la fois cette période de la Shoah tragique, par balle oui, et ce match Oui. d'août 42 de Kiev, les joueurs sont convoqués Oui, tout par à les fait. nazis. Et voilà. C'est un J'ai fait livre assez que court, je là. conseille nos Ouais, c'est très auditeurs. bien. Ça a été- C'est un livre absolument J'ajoute par rapport à ce que bouleversant et disait fascinant. Hubert, il a tout à fait raison, il parle de Il était une fois, c'est un magnifique résumé. Oui. Je pense que le jour où on ne racontera plus des histoires à nos enfants sera un jour triste, Ouais. c'est Paul Auster qui l'écrit, Ouais. car l'imaginaire ne sera plus là. Et en fait, le sport, c'est aussi l'imaginaire, c'est aussi le récit, dans un monde d'images qui ne cesse de nous engloutir. Et je crois que dans votre question tout à l'heure, sur mon rapport à l'histoire, il y a aussi ce rapport au récit et à l'imaginaire. Et je crois que c'est pas un hasard si la radio m'a dévasté quand j'étais adolescent, et que pour moi, la radio, c'est l'imaginaire. C'est la Tout à fait. découverte d'un champion dans le jardin de ma grand-mère, à la radio, et pas Oui. à l'image. L'image frappe d'arrêt de mort l'imaginaire, disait Marguerite Duras. Eh bien voilà, la radio et le texte, c'est l'imaginaire. Merci beaucoup Pierre-Louis, merci beaucoup Hubert. Merci à vous. On a- Un pronostic pour la Merci. Coupe du Monde de cette année? Après, à la fin de la Coupe du Monde, après la finale, je te dirais. D'accord. Hubert, un pronostic Moi, je vois bien l'Allemagne gagner à la fin. Le Chili, pour Allende. D'accord. Merci à tous. Vous pouvez retrouver Pierre-Louis et Hubert au bout sont du là. salon là-bas. Ils sont en dédicace, donc vous pouvez poursuivre le débat et la discussion avec eux. Merci à tous. D'amour que j'ai lu. Alors en fait, c'est l'histoire